Bonjour, bienvenue sur GEPTV pour cette nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2025, que les dés vous soient propices et que plein de parties réjouissantes comblent cette année qui vient. Bon, je ne vais pas vous parler de jeux de rôle cette fois-ci, je vais parler plutôt de Dungeons and Dragons et philosophie. En fait, oui, on parle du jeu de rôle, on parle de Dungeons and Dragons, mais ce n'est pas ni un supplément, ni un livre de base ou quoi que ce soit, ni un supplément de contexte, bref. C'est un bouquin de philo, ouais, un bouquin de philo. Alors, ce bouquin de philo, fait partie d'une collection américaine qui a fait des analyses philosophiques sur plein d'éléments de la culture populaire, comme les super-héros, etc. Donc Dungeons and Dragons a l'honneur de faire partie parmi ces sujets d'études. Au début, moi je suis pas très philo, hein, je dois avouer que c'est pas mon truc. Mais là, franchement, c'est très bien vulgarisé. C'est un ouvrage de Christopher Robichaud, c'est bien traduit, c'est très agréable à lire. Alors c'est un collectif d'auteurs, en fait, de philosophes qui apportent leur pierre à cet ouvrage. On a des analyses diverses sur notamment la notion d'alignement. Évidemment, ça parle, quand on parle d'alignement, on parle aussi d'éthique. Alors, entre les utilitaristes et les théologistes, bon, je vais vous donner quelques petits exemples, lui, mais alors, ça va vraiment être simple. Ne pensez pas qu'il n'y a que ça dedans, il y a plein de choses. Ça parle aussi du sexe dans le jeu de rôle, ça parle aussi des techniques d'immersion, plein de trucs, mais toujours de manière abordée de manière tellement très simple, avec plein d'exemples à l'intérieur, montrant que ceux qui écrivent ces bouquins connaissent bien le jeu de rôle et ont participé à de nombreuses parties, voire organisé de nombreuses parties. Ça part dans tous les sens, il y a plein de choses qui sont très très intéressantes. Certaines sont un petit peu compliquées, alors on reste dans la philosophie très classique en fait. Ça parle beaucoup des analyses d'Aristote, de Platon, etc., qui sont reportées ici à travers de Kant aussi beaucoup, et Thomas d'Aquin, qui sont aussi projetés dans le milieu du jeu de rôle et comment ces personnages-là auraient appréhendé le jeu de rôle si ils avaient participé à une partie à leur époque. Donc c'est plutôt sympa. Il y a de l'humour aussi, il y a pas mal d'humour dans les textes. Donc moi ce que je voulais faire, c'est que j'ai essayé de vous retenir deux, trois petites anecdotes que j'ai trouvées là-dedans. Il y en a plein d'autres, mais c'est celles qui m'ont marqué. Alors vous voyez, j'ai mis des petits post-it pour pas les oublier. Il y avait des trucs qui m'ont vachement plu, c'est le coup des morts vivants. C'est vrai que j'y avais pas pensé du tout, et c'est très bien amené. Et c'est aussi, on parle aussi du libre arbitre, de l'éthique et la truc. Alors j'ai mis quelques petits post-it, et vous allez voir de comment ça se présente. Alors, d'abord, ça parle beaucoup d'alignement, parce que c'est vrai que l'alignement, c'est quelque chose qui est propre à Donjons et Dragons, et c'est vrai qu'à l'intérieur, beaucoup de joueurs prennent un alignement bon, loyal, neutre, mauvais, et franchement, ne se pose pas de questions sur pourquoi je serais d'alignement mauvais, pourquoi bon, après tout, si c'est un code déontologique, est-ce que j'y dois obéir à fond, etc. Donc les joueurs, parce que des fois c'est assez transparent, c'est plutôt intuitif, ne se posent pas de questions. Et eux, ils se sont penchés là-dessus et amené plein de questionnements philosophiques sur ce sujet, sur l'alignement. Alors par exemple, dans ce petit chapitre qui s'appelle « Ayez pitié des diantres fausses », pourquoi devrions-nous éprouver de la sympathie pour les monstres d'alignement de Donjons et Dragons? Un élément qui pourrait nous y pousser est que beaucoup d'entre eux semblent mauvais par nature. Et c'est ça qu'ils développent tout ça par le phénomène par nature. Si c'est par nature, c'est pas leur faute. C'est-à-dire qu'ils sont mauvais du simple fait qu'ils sont ce qu'ils sont. Si un humain corrompu ou un alpha maléfique a peut-être mal tourné dans sa vie, d'autres humanoïdes, comme les orques, les gobelins et les trolls, ainsi que de nombreuses créatures non humanoïdes, comme les dragons rouges, les enlaceurs ou les grêles, sont alignés ainsi de naissance. Un dragon rouge est une créature mauvaise. Cela est dit dans le manuel des monstres. Bien sûr, le manuel des monstres dit aussi que l'alignement d'un monstre n'est pas gravé dans la pierre, donc ça met une certaine souplesse. Et la souplesse, ça s'arrête ouf, voilà. Et il y a un petit développement qui est vraiment super sympa là-dessus, et que j'ai vraiment bien apprécié. Il y a un exemple, par exemple, un exemple sur l'alignement. En fait, ils introduisent le fait que personne ne peut être blâmé justement à cause de la façon dont il agit, s'il n'avait pas la possibilité d'agir différemment. Donc si quelqu'un est d'alignement mauvais, pourquoi lui en vouloir s'il agit de manière maléfique? Donc si vous doutez de ce principe, nous pouvons le prouver par une expérience de pensée simple.
Et là, c'est pour ça qu'il y a un petit exemple aussi, il vous replonge dans l'univers Donjons et Dragons. Imaginez que vous jouiez un prêtre d'alignement bon dans un groupe d'aventuriers, d'explorateurs de donjons. Vous vous trouvez dans un couloir de pierre sombre, surveillant l'arrière, tandis que l'équipe avance en territoire inconnu. Devant, la voleuse fait du repérage discrètement à la recherche de pièges et de monstres. Soudain, le dé tombe sur la mauvaise face et la voleuse rate un jet de perception crucial. Le guerrier et le paladin avancent d'un pas, un clic bruyant se fait entendre et le couloir commence à pencher vers le bas, devenant doucement un toboggan de pierre qui mène vers une pièce plus bas, remplie de ghouls féroces. La bave aux lèvres. Le sol s'incline si vite que la voleuse est la seule à pouvoir faire un jet pour rester debout. Hélas pour la voleuse, le MD annonce qu'au cours de votre inexorable chute, vous lui rentrez en plein dedans, tel un boulet de canon en côte de maille, et que la voleuse et vous glissez désormais ensemble vers le nid tapissé d'ossements de ces morts affamés. Pile quand vous croyez que ça ne peut pas empirer, la joueuse de la voleuse vous lance un regard noir et dit « Pendant que je glisse, je prends ma rapière et je la plante dans le prêtre. J'utilise avantage sanglant pour m'assurer que la blessure saigne pour les ghouls. » Et là, le MD vous dit, vous le prêtre, « Je révoque tous tes pouvoirs de prêtre, il est clair que pousser la voleuse dans une fausse peine de ghouls est une violation majeure de ton alignement bon. Ne va pas imaginer que Pélor va t'aider à affronter ces bestioles. Aux yeux de Pélor, tu n'es qu'un tas de boue. Il semble naturel d'objecter. Mais mon prêtre n'y pouvait rien. Une fois le piège déclenché, je suis tombé. Et c'est là que je suis rentré dans la voleuse. Tu ne peux pas accuser le prêtre, il n'a jamais eu ce choix. » Eh ben, on part du principe aussi qu'une créature d'alignement mauvais n'a pas d'autre choix que d'être mauvais. Et voilà plein de questionnements qui s'en vont et qui sont débattus philosophiquement derrière. Alors, ce qui rend les monstres mauvais de Dungeons & Dragons intéressants d'un point de vue philosophique, c'est le rapport évident qu'il y a souvent entre leur attitude mauvaise et des facteurs qui échappent totalement à leur contrôle. Une petite étude là-dessus. Vous voyez qu'il y a plein d'exemples qui sont cités à l'intérieur et des exemples qui nous projettent dans nos parties. D'autres petits trucs qui sont un peu plus intéressants, qui sont aussi assez intéressants, que j'ai trouvé vraiment. Oh oui, on parle aussi, là j'ai marqué la page Parangon et Canaille, il y a une petite analyse aussi sur Menzoberranzan. Alors, et le mythe du Gizeh, c'est-à-dire que des personnages qui sont maléfiques de base, qui sont plongés dans un univers et qui découvrent des pouvoirs spécifiques, comment vont-ils utiliser ces pouvoirs spécifiques? C'est aussi assez intéressant. Il y a d'autres petits trucs que j'ai marqués. Ah oui, c'est très sur l'éthique, la vertu, l'utilitarisme, la déontologie, plein de trucs comme ça. Donc, ils reprennent l'exemple bien connu de la philosophie des tramways. Et ils le replongent dans un univers de Dungeons & Dragons. Voilà. Donc, le dilemme du tramway est une expérience de pensée créée pour tester nos intuitions sur ce qui rend une action mauvaise. Sous sa forme basique, l'expérience vous demande d'imaginer un tramway avançant sur des rails. Devant, il y a un embranchement. Sur une voie se trouve un bus rempli de passagers. Et sans changement de voie, ils mourront à coup sûr. Cependant, sur l'autre voie, il y a un individu innocent. La plupart des gens sont d'accord avec le principe moral, selon lequel tous les êtres étant égaux, sauver un bus complet est la bonne chose à faire, même si cela entraîne la mort d'un innocent. Cependant, imaginez que sauver le bus ne nécessite pas simplement d'actionner un interrupteur, mais de pousser quelqu'un devant le tramway en partant du principe que vous ne pouvez pas vous sacrifier vous. Le résultat est exactement le même, beaucoup de gens vivent et une personne meurt. Mais il ne semble plus vraiment juste de tuer activement quelqu'un pour sauver un groupe de personnes. Voilà. Ça, c'est la pratique. Et il le replonge dans un univers de fantasy où les personnages se retrouvent entourés de vampires et se retrouve dans une situation qui est exactement la même, où le personnage doit faire un dilemme entre sacrifier une personne volontairement pour en sauver plein d'autres. Voilà. Que doit-il faire? On entre dans le système éthique de l'utilitarisme et de la déontologie. Un prêtre qui est très proche de alignement bon, loyal, déontologiste, ne peut pas pousser, de par son alignement, sans le trahir, la personne pour la sacrifier. Mais s'il ne le fait pas, d'autres personnes mourront. L'utilitariste dira, oui, en pesant le pour et le contre, il est plus important que je sacrifie cette personne en la poussant volontairement au milieu des vampires ou sur la ligne de tramway pour épargner tout le monde. Voilà, des questions philosophiques qui s'enchaînent et qui sont assez marrants. Et les questions sont toujours là. Hein. Est-il compatible avec un alignement bon de sacrifier un innocent pour en sauver des centaines? Les chapitres sacrés de la prêtrise répondent que non.
Cependant, la philosophie étudierait ces dilemmes bien avant que D&D n'arrive en magasin. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a plein de rapports. Le paladin était un ontologiste. Pour les ontologistes, les vies ne peuvent simplement pas être mesurées comme on le ferait avec des instruments. Donc, un individu simple est aussi important que 20 individus. Bon. Et voilà, c'est très sympa. Il y a plein de trucs comme ça à l'intérieur. Hein. Ça parle beaucoup de projection de phrases et de citations de Platon, d'Aristote, pour les remettre dans le contexte du jeu de rôle. Franchement, et là, il y a un truc qui m'a bien plu aussi. Bon, là, je vais un peu vers la fin, parce que je ne vais pas vous gagner 3 heures, je ne vais pas vous lire le livre non plus. Hein. Il y a aussi quelque chose qui est vraiment marrant, c'est aussi sur les morts vivants. Et c'est vrai que ça, j'y avais pas pensé. Ils mettent en avant que dans Dungeons and Dragons, il y a 3 éléments. Il y a l'esprit, le corps et l'âme. Quand un personnage meurt, son âme va auprès des dieux. L'esprit, lui, est détaché de l'âme. Quand un nécromancien... Alors pourquoi un nécromancien serait tout simplement mauvais? C'est un préjugé culturel, parce que si le nécromancien anime des morts, il anime tout simplement des outils, c'est-à-dire un corps inanimé, un squelette ou un mort-vivant, pour un être utile. Et s'il sauve des gens avec ces squelettes? Si par exemple un nécromancien invoque des squelettes pour vous aider, vous, à vous défendre contre l'attaque de trolls, il fait un acte qui est juste. Et pourtant, pourquoi serait-il d'alignement mauvais? D'autant plus que ce qu'il utilise, il ne fait pas du tout atteinte à l'âme de ces créatures, puisque en mourant, ces hommes, ces humanoïdes, leur âme est partie auprès des dieux. Donc ce ne sont que des outils, des instruments inertes. Voilà. Donc il y a des questions sur la nécromancie aussi qui sont assez sympas, et aussi l'éthique. Alors j'ai bien aimé, parce que ça je n'y avais pas pensé du tout, l'invocation d'animaux. Est-il juste d'invoquer des animaux par un magicien? Est-il juste d'enlever un animal dans son cercle naturel, qui est en train de faire ses affaires, de se nourrir, de s'amuser, etc., pour l'amener auprès de vous, tout simplement pour vous défendre et risquer sa vie? Autre question. Est-ce que ce magicien est un magicien bon, voire neutre? On peut se poser la question. Comme on peut se poser ici la question du druide, dans un sens plus loin, parce que c'est l'animal qui est volontaire dans le druide, comme pour le ranger, pour venir auprès. Là, le choix est autre, puisque c'est l'animal a son libre arbitre. Et dans ce bouquin, on parle aussi beaucoup de libre arbitre. Voilà. On parle de libre arbitre, on parle aussi du personnage féminin dans Donjons et Dragons, à travers différents exemples. On parle pas mal de rapports avec la projection du jeu vidéo et du jeu de rôle dans la technique d'immersion, ils prennent pour base certains personnages, certains joueurs qui préfèrent rester à l'extérieur et d'autres qui s'immergent vraiment dans leurs personnages, d'autres personnages qui préfèrent jouer des personnages qui leur correspondent, et au contraire, d'autres joueurs qui préfèrent, eux, prendre des personnages mauvais qui ne leur correspondent pas du tout en disant « Ah, mais c'est un jeu, je peux faire ce que je suis mauvais, mais là je fais des actes mauvais, mais ça reste un jeu. » Voilà, plein de questions comme ça. Alors voilà, ça s'appelle Dungeons and Dragons and Philosophy, c'est chez Sico, c'est vachement bien, moi j'ai trouvé ça vraiment chouette, c'est très agréable à lire. Alors ne soyez pas, si vous n'êtes pas un fan de philo, ne soyez pas vraiment repoussé par le terme philosophie. C'est vrai que c'est de la philo, mais c'est de la philo qu'on aimerait voir tous les jours dans les salles de classe, tellement elle est abordée de manière ludique et divertissante. Voilà, bon, pour la prochaine fois, on reprendra nos analyses de jeux de rôle. Je vais vous parler de Catet, le nouveau supplément de Agathe dans l'univers de 7ème mer. On se retrouve donc dans le courant de la semaine ou à la fin de la semaine prochaine, je ne sais pas encore. Et encore une fois, bonne année 2025. À bientôt.